essentiellement les frais de personnel, les charges d'emprunt, les frais énergétiques, des modifications au niveau des provisions et des dépenses antérieures. Il est clair qu'on a déjà commencé la préparation du budget 2022. Ici, on fait une simple adaptation en fonction des points principaux pour pouvoir justement maintenir le cap pour terminer l'année 2021. À la plus grande prudence. Oui, d'abord, première question. Dans les dossiers qu'on reçoit sur IDDB, il y a des points qui sont bien fournis et il y a des points qui le sont moins bien. Ici, en l'occurrence, pour la modification budgétaire, je crois qu'on a eu droit à pas mal de documents, mais je pose quand même une question. Je n'ai eu que le rapport article 12 de la directrice financière. Est-ce que le directeur général et le DG des Finances ont rédigé un rapport article 12? Oui. Un petit peu plus tard. Mais sinon, oui. Oui, mais c'est comme... rédigé, oui. Oui, mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas pu avoir accès à ce document. Ils ont été glissés. Oui, ils y sont. Je ne l'ai pas. Enfin, ou alors... Enfin, peu importe. Oui. Et 7 abstentions. Donc le point 13 concerne le budget 2022 du CPS. Donc le budget de l'année 2022 a été particulièrement difficile à boucler compte tenu toujours de cette crise Covid qui ne s'arrête pas et qui a encore une fois impacté plus particulièrement la maison de repos que les autres services du CPS. On a augmenté les frais de fonctionnement justement et les frais de personnel, par ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'où un déficit pour le moment important à prévoir tant au niveau de la maison de repos que pour les services d'air pas chaud. Il y a lieu dès lors de mettre en place une très grande réflexion sur la réorganisation de la maison de repos, des services de la maison de repos et sur la façon de rendre toujours un excellent service au sein des résidents de la maison de repos, mais aussi de la population de visée qui ne doit pas non plus être pénalisée et impactée par le coût que génère la résidence Clairefontaine. Au niveau des points APE également, les services CPS sont impactés fortement puisque les 3/4 des points APE que l'on reçoit sont directement absorbés par la maison de repos. Donc ça nous pose évidemment aussi un problème de réorganisation. Et alors, il y a une augmentation du revenu d'intégration importante. On est passé, comme je l'ai dit, de 305 à 375 réactions l'année 2021. Il y aura donc, normalement le tableau avec les augmentations est déjà dans l'infodoc de la directrice générale. Et il y aura dès lors une augmentation prévue de la dotation communale de 80 000 €. C'est pas cette question. Monsieur Lejeune. Voilà, je voulais réagir un peu par rapport à l'importance de la dotation communale, qui est quasi de 3,5 millions cette année-ci. Les Chouines expliquent, je pense, en grande partie les raisons pour lesquelles la dotation augmente. C'est essentiellement les surcoûts au niveau de la maison de repos et du déficit d'exploitation de la maison de repos qui est en augmentation. Je constate que ça n'a pas posé de problème au niveau de l'Assemblée du CPS, puisque, suivant mes informations, même la minorité a voté pour le budget. Mais je pense qu'il ne doit pas en être de même au niveau de la ville, forcément, compte tenu de la hauteur de cette dotation, de cette intervention. Donc ma question ici, vous faites état d'une réflexion, et je pense que c'est effectivement par là qu'il faut commencer. Quelle méthode comptez-vous mettre en œuvre, dans quel délai et avec quelle communication, tant vis-à-vis de l'Assemblée du CPS que du Conseil communal, je pense,
pour partager les conclusions de votre réflexion. Ça me paraît être une étape, malheureusement peut-être, et je comprends les conditions difficiles, mais une étape indispensable, sans quoi le déficit et la dotation communale risquent d'être encore en augmentation dans les années qui viennent. Au niveau de la réorganisation, je ne parle pas de restructuration, comme j'ai entendu à certains moments, je ne parle pas de céder la maison de repos. Il est clair qu'on parle d'ici juin 2022 déjà pouvoir venir tout d'abord au sein du Conseil de l'action sociale avec les pistes sur lesquelles on travaille déjà depuis 2-3 mois pour une réduction des coûts. Une réduction qui va se justifier déjà par un remaniement de certains services qui existent déjà, une redistribution, aussi faire basculer du personnel vers d'autres services et peut-être réorganiser des services qui existent au sein de la maison de repos. Ici, d'ici normalement juin 2022, on aura déjà une grosse avancée et on pourrait déjà pallier sur une économie qui pourrait arriver avec 150 voire 200 000 euros. Donc ici, c'est déjà bien, on est déjà bien avancé au niveau de l'analyse qui est faite. On ne parle pas du tout de licencier du personnel, on n'en est pas là, puisqu'il y a des personnes qui vont partir de toute façon à la retraite. Si on réadapte bien et réorganise bien l'ensemble de la maison de repos, il y a moyen justement de ne pas remplacer certains départs par des personnes qui existent déjà, qui sont peut-être dans d'autres services, mais qui seraient réadaptées. Et aussi travailler sur des services qui existent déjà et les faire fonctionner de façon totalement différente. Donc je pense que d'ici juin 2022, on pourra déjà y voir plus clair et je pense qu'au Conseil de 2022 de l'action sociale, on pourra déjà venir avec nos propositions. Donc ça fait déjà 3-4 mois qu'on travaille dessus, donc on est déjà bien avancé au niveau des différents dossiers parce qu'on a plusieurs dossiers en cours actuellement au niveau de la réaffectation des choses au niveau de la maison de repos. Est-ce qu'on peut convenir que ce point soit également mis lors d'une commission finance alors qui suivrait le Conseil de l'action sociale, puisque il faut d'abord la priorité au sein du Conseil de l'action sociale, sinon je me ramasserai les foudres de mes partenaires. Du Conseil. Mais en effet, on viendra alors après à une commission finance avec ces points sans aucun problème, parce que je pense que de toute façon, ce sera indispensable d'avertir le Conseil communal des dispositions qui auront été prises par le Conseil de l'action sociale. Mais il est clair qu'on se rend bien compte que le déficit, il est là, il est latent, et il est de plus en plus important, puisque la crise sanitaire, elle nous impacte réellement énormément au niveau de Clairefontaine. Donc on travaille réellement sur l'idée de réduire fortement les dépenses de la maison de repos pour continuer à garantir justement un service social au niveau de la population de qualité. Merci. Monsieur Carigé? Oui, je partage pas du tout l'avis de l'échelle des finances et le président du CPS quand elle a dit que le budget était très difficile à boucler. Parce que lors de la commission finance, c'est pas du tout comme ça qu'il a été présenté par la directrice financière. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un budget pour respecter, on va dire, la chronologie des étapes, puisqu'il faut d'abord fixer la dotation communale dans le budget du CPS avant de l'insérer dans le budget de la ville. Et aussi bien les chiffres des finances que la directrice financière, on dit nous attendrons la modification budgétaire numéro 1 pour faire une modification importante et y voir plus clair. Et en effet, même si, et là je le déplore vraiment, aucun document n'est joint à l'IDIB, mais d'après les informations que j'ai pu glaner, si même il y a une économie de 50 000 € dans les frais du personnel de la maison de repos, non, une augmentation, pardon, de 50 000 € au niveau de la maison de repos. Je crois qu'on m'a parlé de 100 000 € de diminution dans le personnel de l'administration générale, de 40 000 € de frais de personnel en moins dans la coordination sociale. Ça me paraît, ce sont des chiffres qui interpellent et qui n'ont pas l'air de tenir la route. Comme par exemple, dans le budget 2022, la diminution des frais de carburant.
que ça démontre bien que ce budget 2022 n'est pas réaliste du tout. Il a été fait pour correspondre avec une dotation communale qui a été, j'imagine, indexée de X%, peut-être de 2%, je n'ai pas fait le calcul. 2%. De 2%, voilà. Au niveau des frais de personnel, on n'a pas tenu compte d'une indexation et sans doute de 2 indexations. On a tenu compte d'une indexation, mais pas de 2. Et pas de 2. Donc Comme on attend. on l'a expliqué à la commission finance, s'il y a une deuxième affaire, on la fera à la On attend donc la première modification budgétaire pour travailler réellement le budget en espérant qu'on ne doive pas faire appel à la dotation communale. Donc ce n'est pas un budget qui a été travaillé en profondeur, mais c'est un budget qui a été fait pour respecter, je veux dire, ses obligations, on va dire, administratives, et c'est à la modif 1 que tout le travail sera à faire, me semble-t-il. C'est la raison pour laquelle l'UIC ne votera pas. Je vais répondre au début de ton intervention. Je reprends l'article 12 de la directrice financière pour le budget 2002. Boucler le budget initial du CPS n'est jamais chose aisée. Elle le dit, comme je l'ai dit, que ça a été compliqué. Elle le met dans sa première phrase. Oui, mais ça c'est... Donc, quand tu dis que ce n'est pas ce qui a été dit, c'est même écrit dans l'article 12. Ce qui a été dit, c'est un budget en attente de la modif 1. En attente de la modif 1, uniquement pour voir pour l'adaptation de la dotation des 2% ou non. On a bien oui, précisé. c'est là qu'il y a toute la difficulté. Mais tu sais déjà si on va avoir une double indexation, on n'en sait rien. Au niveau des points APE, quand on a bouclé le budget du CPS, on n'a pas encore les informations pour voir comment on va répartir les points APE. Donc on doit partir malgré tout dans le flou parce qu'on arrête un peu tôt le budget au niveau du CPS et il y a des données sur lesquelles qu'on n'a pas encore et sur lesquelles on ne peut pas non plus fabuler. Alors, l'administration générale. Parce qu'on a peut-être justement déjà réadapté une partie du personnel et il y a peut-être un membre du personnel qui va partir en statutaire qu'on ne remplace pas. Peut-être. D'autres questions? Monsieur Mulenders? Oui. Le remaniement des services, et bon, directement on en parle aussi ici. Donc le remaniement des services avec un montant qui serait de 150 à 200 000 euros, c'est-à-dire ça fait plusieurs plein temps. Oui, ça fait 3 temps, c'est l'équivalent de 3 temps plein. Ouais. Qu'on licencie pas, je viens d'expliquer qu'il n'y avait pas de licenciement. Oui, c'est ça, qui ne serait pas remplacé. Ça concerne les services uniquement à l'intérieur des services de la MRS ou bien avec aussi des glissements des autres services du CPS vers les services de la MRS? Première sous-question. Et deuxième question, bon, les investissements qui étaient prévus au niveau de la MRS, c'est pour l'instant totalement en attente, abandonné. C'est réellement un remaniement qui se fera uniquement au sein de l'ensemble du personnel de la maison de repos, avec un remaniement de l'ensemble des services au niveau de la maison de repos. Et la deuxième question, c'était... au niveau des travaux. Malheureusement, à l'heure actuelle, on attend toujours le rapport de la VIC pour les travaux de la maison de repos. On a toujours rien reçu, ça fait 2 ans et demi. Depuis que je suis installée, en fait, on attend le retour du dossier de la VIC pour les travaux d'aménagement de la maison de repos. Et on ne voit pas grand-chose arriver. Et il est clair que, vu les conditions actuelles au niveau de la VIC avec la crise sanitaire, on se pose des questions pour voir quand on recevra un retour du dossier. Donc clairement, pour le moment, on est en stand-by total parce qu'on ne reçoit rien, aucune donnée, aucune information. Vous avez quand même relancé la VIC. La VIC a été relancée. Si, mais pour le moment, il y a d'autres priorités. Je pense que la crise sanitaire est une priorité. Madame Guimet? Oui, simplement pour dire que ce qui a retenu notre attention, oui, c'est qu'il va y avoir du personnel statutaire qui va partir à la retraite, que certaines personnes seront remplacées par des APE, puis il y a les apports sociaux, enfin, etc. quoi. Mais
tu connais notre position, c'est que nous nous abstiendrons parce que les personnes qui partent à la retraite, donc qui sont statutaires, ne seront pas, en tout cas pour le moment, remplacées par des statutaires. Voilà. Une question, j'ai oublié de la poser. La coordination du soin à domicile, c'est un service qui a été réorganisé parce qu'il n'y a aucune dépense prévue en La 2022. coordination des soins à domicile. Oui. Il n'y a pas de service de soins à domicile. Il a été supprimé Et- lors de la législature précédente. Mais il y avait toujours des frais en 2021, c'est juste pour ça, mais ça va. Voilà. J'ai la réponse à ma question. Le service de soins à domicile, à moins qu'il y ait autre chose qui ait été... Coordination de soins à domicile. C'est l'intitulé des articles qui sont là. Il y a quel montant dedans? Zéro. Enfin, Ah. zéro en 2022, mais il y avait des montants en 2021. Il y a des montants importants, parce que non, c'est un service qui a été totalement supprimé, les soins à domicile. Ça a été supprimé il y a 7 ou 8 ans. je Et vous pense. avez le document, j'imagine. Oui, mais écoute, je vais voir quels sont les montants et à quoi ça correspond, parce qu'on n'a plus de service de soins à domicile. À mon avis, c'est un mauvais libellé. Parce qu'on n'a pas de service de soins à domicile. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai à quoi ça correspond exactement. Voilà. Si plus de remarques, alors le vote, s'il vous plaît. Oui, oui. Abstention. Non. Attention. C'est 14. 2 abstentions. Je pense que l'abstention, c'est... 5 abstentions. Et 4 non. Abstention. Ouais, Charles. Pas voter oui. Non, on a voté oui avant. Maintenant, on vote abstention. 4 non. Mais pour brouiller les personnes. 18 personnes. Le vote. Oui. Oui. Le point 15, alors, statut administratif du personnel du CPS, modification article 91. C'est tout simple, c'est une adaptation du statut administratif du CPS tel que ça a été concerté avec la commune et les organisations donc, syndicales. Et ici, donc, de par les règles, ça doit passer en approbation du conseil pour que ce soit valable au CPS. C'est de l'administration superflue, mais il faut quand même le faire. Le vote. Oui. Oui. Point 16. Règlement communal sur les cimetières. C'est aussi une adaptation finalement parfois du vocabulaire, des définitions qui composent parfois ce règlement, voilà, exemple, celle de colombarium ou caverne. Donc voilà, c'est surtout des adaptations. Mais il n'y a rien d'important comme là. Il y a par exemple l'ajout des zones biodégradables, par exemple, qui arrive dans le texte. Donc voilà, il n'y a pas spécialement de choses très importantes au niveau du règlement. Le vote. Oui. 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 Point 17. Proposition d'un candidat gestionnaire des réseaux de distribution. Ben voilà, c'était une procédure donc initiée par le gouvernement wallon. Nous devions faire donc un appel, c'était donc la première fois. Je me souviens donc, il y a déjà plus de 30 ans, nous avions donc visé qui était sous un GRD qu'on appelait pas comme ça donc à l'époque et les villages donc sous un autre, ça a été donc regroupé. Et ici, suite donc à un appel donc publié, plus 2 courriers spécifiques donc envoyés à Reza donc, et à Orens,
nous avons eu l'unique candidature donc, de Reza. Ores nous a envoyé un beau courrier fin de semaine dernière donc, pour nous dire qu'il ne pouvait pas donc, reprendre d'autres communes parce qu'il tenait avant tout à la qualité donc, du service dans les communes qu'il desservent déjà. Donc nous avons une seule candidature, celle de Reza. Si nous voulons un distributeur d'électricité, il faut désigner Reza, sinon il n'y aura plus d'électricité. Je sais que tu ne participais pas au vote, mais tu n'as pas un intérêt personnel, mais je comprends la prudence. Donc on passe alors au point 18, les propositions étrangères et les questions. Donc une proposition. Bien, donc nous avons déposé une proposition d'adhésion à l'Alliance de la consigne. Donc vous savez qu'on est en plein débat sur la question de la consigne des canettes et des bouteilles jetables, qu'il y en a un grand nombre qui jonchent le bord des routes, les chemins et les sentiers. Que c'est aussi un problème évidemment sur notre commune et notamment le long des chemins de sortie des écoles, on en retrouve sur les murets, dans les jardins, sur les trottoirs, les places, etc. Que évidemment ça entraîne des nuisances pour tous et des désagréments importants, que la question de la propreté publique est une compétence centrale au niveau communal, que les bouteilles et les canettes représentent 40% du volume des déchets sauvages. Bien entendu, la commune de Visé lutte avec ses services pour maîtriser cette problématique, mais le travail est toujours évidemment à refaire. Alors, actuellement, selon un sondage, 82% des Belges sont en faveur de la consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. C'est évidemment un moyen très efficace pour améliorer la propreté publique et elle est déjà d'application dans 39 pays et régions du monde, et en particulier en Allemagne, dans les pays scandinaves, dans les pays baltes, etc. Et en partie aux Pays-Bas. Et donc, les partenaires de l'Alliance pour la consigne demandent cette solution comme solution structurelle et aussi pour enlever les coûts qui sont supportés par les citoyens et les communes. Et donc, l'Alliance pour la consigne demande que les régions belges introduisent le système de consigne pour les canettes de boissons, les grandes et petites bouteilles de boissons en plastique. Et donc, il y a sur les Pays-Bas, la Belgique, il y a 1200 associations et pouvoirs locaux qui ont adhéré, dont 110 communes wallonnes et la plupart des communes qui nous entourent, puisqu'on peut relever d'Alem, Blémy, Soumag-Nerstal et Bassange qui ont déjà adopté cette notion. C'est la raison pour laquelle je vous propose également de l'adopter, sachant que le débat est toujours en cours au niveau du Parlement wallon. Bon, bien entendu, nous sommes déjà depuis longtemps, je crois, à peu près tous ici autour de la table, d'accord pour cette consigne, parce que c'est vrai que on le constate, et malgré tous les efforts qui sont mis aussi bien par les communes et par d'autres organisations de récupérer ces canettes, nous sommes parfaitement d'accord avec cet état, même si ça nécessite justement. Maintenant, j'espère que le débat, parce que le débat a déjà eu lieu, je veux dire même dans des législatures fédérales et régionales auparavant, nous espérons que ça va quand même aboutir à quelque chose de concret. Donc, bien sûr, nous sommes parfaitement d'accord d'adhérer à ce genre de truc, même si la décision se fera plutôt au niveau régional et fédéral. Mais par principe, oui. Ok. On considère qu'on vote la motion.
On a reçu aussi aujourd'hui un courrier de la ministre Tellier qui appuie, qui a rencontré donc tous les bourgmestres, qui appuie bien entendu, mais qui met quand même 3 conditions. Que ce soit neutre pour les budgets des communes, que ça ne menace pas d'autres types d'actions, et que ça ne se fasse pas que sur la région wallonne, mais sur l'entièreté de la Belgique. Donc ça ne dépendra peut-être pas que de la région wallonne, si les autres régions ne veulent pas suivre. C'est la raison aussi pour laquelle il faut continuer à se mobiliser au niveau des communes, parce que c'est vrai que ça ne se passera pas tout seul. Mais les communes, il y a beaucoup de communes flamandes et de communes bruxelloises qui ont aussi voté la motion. Je pense qu'il faut qu'on rembourse les bouteilles qui viennent de France, comme celles que nous avons ici. Ça va coûter plus cher si en plus il faut leur ramener. Peut-être penser à autre chose. Elles vont sur le territoire. Voilà. Donc on passe alors aux questions. On considère la motion. Ah, pardon. Ah, je sais pas, moi. Oui. Donc le vote alors de la proposition. S'il y a un vote, j'imagine que les autres groupes ou partis qui n'ont pas déposé de prêt peuvent quand même prendre la parole. Ah oui, c'est parce qu'il y a eu un blanc, personne ne réagissait, donc j'ai embrayé pour avancer, donc mais allez-y, je vous en prie. J'ai plutôt envie de m'abstenir moi, pour ce texte. Je ne suis pas contre la consigne, le problème n'est pas là, mais l'Union des villes a quand même souligné quelques points, et outre ceux que la ministre Tellier vient de soulever, notamment par exemple l'impact sur la collecte des sacs PMC. Le volume des sacs PMC serait évidemment nettement réduit avec une consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes. Et donc, il y aurait évidemment un prix de revient du traitement des sacs PMC qui serait beaucoup plus élevé. Et la question de savoir qui payera la facture n'est pas encore résolue. Il y a aussi la crainte s'il y avait une valeur économique aux bouteilles et aux canettes, la crainte serait de voir peut-être ceux qui ne prennent pas la peine de bien trier ou de ramener à la consigne ces contenants, de voir par exemple des sacs PMC éventrés pour la valeur économique des résidus, et donc ça aurait un effet aussi contre-productif sur l'environnement. Donc la question mérite réellement d'être bien réfléchie, d'être approfondie. Je suis bien conscient de la problématique des déchets, des canettes et des bouteilles en plastique en termes de déchets sauvages, mais réfléchissons bien. Mon collègue Dany vient parler de bouteilles qui venaient de France. Attention aux effets pervers. Si nos canettes et bouteilles sont un peu plus chères, pour toute une série de frontaliers, on ira les acheter en France parce qu'elles seront moins chères. Sans consigne, ça n'aura pas d'effet, ça n'aura pas d'impact évidemment sur le budget de la lutte contre les déchets sauvages. Et en plus, et je vous assure que ça existe déjà actuellement, il y a des bouteilles en plastique de marque de soda qui sont consignées aux Pays-Bas. Je connais des familles qui passent la frontière et qui vont se faire rembourser leurs bouteilles de soda aux Pays-Bas. Donc voilà, le système n'est pas encore tout à fait au point. Mais même si l'intention est louable, je crois qu'il reste quand même quelques zones d'ombre. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, s'il y avait un vote, je préférais l'abstention. Stéphane, par rapport je parle personnellement, hein. Voilà. Tout à fait. Et totalement, ce débat, on l'a déjà eu précédemment concernant forcément les sacs PMC et les conséquences de ce
je savais de préciser concernant la ministre Pellier, qui avait aussi précisé dans ces documents qu'il ne fallait pas non plus que c'est un impact aussi sur les autres je vais dire, organisations de ramassage, etc. Voilà. Et on sait bien qu'ils vont entrer des sacs PMC, ça c'est tout à fait certain. Maintenant, je sais, on le voit aussi au quotidien, les canettes, les bouteilles qui sont un petit peu, moi sur le trottoir, il y en a pratiquement au quotidien, à la sortie des écoles également, devant l'hôtel de Villidem. Donc voilà, on sait que c'est un réel problème. Je retiens quand même qu'il faut, et c'était un peu le débat au niveau du collège, de se dire aussi, la réflexion, est-ce qu'on dit on adhère directement ou est-ce qu'on attend maintenant la définition aussi au niveau du cabinet de la ministre par rapport justement à cette position qui pourrait être compliquée chez nous en Belgique, on le sait bien, mais qui serait d'une manière uniforme au niveau de la Wallonie et qu'on dise que voilà, cette manière-là qu'on fonctionne. Et c'est vrai, les conséquences sont là, comme tu les as précisées. Mais on en est bien conscient. On peut montrer l'exemple. On en est bien conscient. Et du coup, que ça... Non, c'est peut-être aussi le fait aussi d'aider aussi les citoyens à acheter de nouvelles bouteilles en verre plutôt que des bouteilles, voilà, qui va, comme on le faisait précédemment, aussi rentrer des dedans, enfin voilà. C'est tout un débat, mais pour lequel moi j'adhère à la proposition de Martial concernant cette démarche. Mais maintenant, elle n'est pas totalement efficace. Je vais me répondre quand même à l'argument, parce que c'est effectivement un argument qui est avancé, et notamment par les gestionnaires de centres de tri. Bien, l'inspiration, ça vient de l'Allemagne. Mais en Allemagne, pourtant, ils ont alors, ça veut dire que ça fonctionne. Alors pourquoi ça fonctionne? Parce que dans un centre de tri, on trie. Donc, on va aussi récupérer le 2 ou 3% de canettes ou de bouteilles consignées qui vont se retrouver dans le sac bleu. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? On va en obtenir le remboursement de la consigne. Mais le remboursement de la consigne, c'est beaucoup plus d'argent que la valeur de la matière qui est triée et qui va en balle au recyclage. Donc c'est un flux financier considérable, de 1. De 2, la matière, quand elle est collectée par un système de consigne, a beaucoup plus de valeur parce qu'elle a une meilleure qualité que quand elle est passée en mélange dans un sac bleu. Donc ces arguments-là, il faut y répondre. Mais ça a été aussi étudié en France. Il y a tout un rapport d'un maire sur l'organisation du système de consigne en France qui démontre que, effectivement, financièrement, c'est même plus intéressant que le système actuel pour les citoyens. Donc voilà, ici, la proposition ici, c'est pas de définir précisément le système, mais c'est clair qu'il y aura encore des discussions qui se feront aux différents niveaux, mais il faut donner un signal pour avancer, parce que le problème est là, et sans un système de consigne, on ne va pas récupérer tout ce qui se retrouve dans nos rigoles, au bord des routes, et aussi, parce qu'il faut le dire pour les agriculteurs, c'est un fameux problème, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont des problèmes avec ces canettes qui sont à gérer par... donc il faut... Et là, à part la consigne, on ne peut pas récupérer plus de 90% de ces canettes et de ces bouteilles en plastique autrement par la collecte volontaire. Voilà, donc il y a toujours un choix à faire. Donc, moi je propose que, voilà, on aille de l'avant. Madame Quinet? Si j'y arrive. Nous, on a constaté que les communes qui nous entourent, Dahlem, Gligny, Soumagne, Salvasson, Joindiré, donc ne sont probablement pas posées toutes ces questions, ou ont résolu toutes ces questions qui ont été posées avec les sacs qu'on déchirerait éventuellement, etc. Donc on est favorable aussi à la proposition, disons, demain. Voilà, pour être complet, c'est exactement la même chose pour notre groupe. Nous sommes favorables à la proposition, tout en reconnaissant la pertinence des remarques de Stéphane Carigé. Mais donc c'est à la région wallonne à mettre en place un système qui tienne compte des avis des uns et des autres. Et
je veux dire que la décision qui soit prise soit la plus équilibrée possible par rapport à tous ces avis-là. Voilà. Le vote alors, s'il vous plaît. Oui. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit parce que j'ai vraiment apprécié la démonstration de mon collègue Martial et il m'a incité à voter oui également. J'ai bien vu que persuadé. J'ai vu que la manière dont tu le regardais. Et avec la respect, voilà, mais quand les débats se font de manière posée, avec un respect mutuel, je trouve qu'on avance beaucoup mieux. Exactement. Continuons ainsi.